Je voulais juste remercier Sophie déjà, l'équipe de EU Gendering de manière générale de m'avoir accueillie pour ce mois de séjour de recherche à l'Université de Saint-Louis plus généralement et à Florence aussi d'être ma discutante. Merci beaucoup. Je voulais aussi formuler un avertissement avant la présentation. C'est une présentation qui traite explicitement de thèmes sensibles, notamment sur la violence sexuelle et le viol. C'est une présentation qui analyse frontalement des discours qui sont patriarcaux et qui peuvent être violents envers les violences sexistes et sexuelles. Donc, si à un moment ça devient trop, voilà, n'hésitez pas à partir. C'est normal. Ok, donc ma présentation s'appelle « Le mythe d'Europe, l'universalité européenne à l'épreuve de la différence sexuelle ». Et ça fait partie plus généralement de ma thèse de doctorat qui porte sur la question de l'universalité européenne à l'épreuve de l'incarnation en fait et des corps, donc de la matérialité politique. Je vais commencer par vous raconter un peu le mythe d'Europe pour celles et ceux qui ont un peu oublié. Donc, Europe, c'est une princesse phénicienne, donc qui est dans l'actuel Liban. Et elle est fille du roi de Tyr, Agénor. Et un jour, elle se promène avec ses servantes qui sont vierges. Ça va être important pour la suite de l'histoire, au bord de la côte phénicienne. Et il y a un magnifique taureau blanc, donc qui est Zeus, en fait, métamorphosé, qui a l'air innocent, qui a l'air beau, qui s'approche de Europe et ses servantes. Et donc, Europe vainc peu à peu sa peur et elle monte sur la croupe du taureau. Immédiatement, le taureau l'emporte donc, vers les flots, donc dans la mer. Donc, c'est le premier mouvement, c'est-à-dire le mouvement de l'enlèvement, qui est souvent considéré comme le plus important dans le mythe d'Europe. À partir de cet enlèvement, Agénor, donc le roi de Tyr, envoie les 3 frères d'Europe la chercher à travers le globe, donc ils parcourent l'ensemble du territoire. Aucun la trouve, mais ils vont fonder chacun 3 civilisations, donc la Cilicie, Thèbes et Thrace. Donc ils ne trouvent pas Europe parce que Zeus a emmené Europe vers l'ouest, donc c'est important aussi pour le discours européen. Il l'a emmené en Crète. En Crète, Zeus viole Europe et de ce viol naissent 3 enfants, 3 fils, Minos, Sarpédon et Rhadamante, qui fonderont des civilisations chacun et qui seront juges des enfers tous les 3 à leur mort. Donc, ils sont connus à la fois pour leur création du politique et pour leur justice. Donc, ces 3 lieux, la côte phénicienne, la mer et Crète, qui donnent lieu à 3 mouvements dans le mythe, donc l'enlèvement, le viol et la naissance. En tout cas, c'est avec ces 3 mouvements que cette présentation travaille. C'est une des scènes mythologiques les plus représentées de l'art occidental / européen, mais ça a aussi beaucoup intéressé en fait des philosophes de l'Europe contemporain. Je pense notamment à Rodolphe Gachet qui a écrit un livre en 2009 et Denis Guénoun qui a écrit un livre en 2001 sur cette question. Et c'est un peu de là que ma thèse part, parce que c'est des discours phénoménologiques ou post-phénoménologiques du politique qui prennent très au sérieux le mythe d'Europe. Sauf qu'ils voient dans la figure d'Europe la préfiguration de l'idée de l'Europe, donc l'essence de la communauté européenne, qui est une communauté universalisable parce qu'elle est déracinée et qui conçoit l'arrachement à la terre comme l'essence du politique. Le problème qu'on identifie assez rapidement, c'est qu'il se base, pour travailler sur ces intuitions philosophiques, il se base seulement sur l'enlèvement et la naissance, et le viol, il est déconsidéré dans les discours philosophiques, politiques et esthétiques du mythe plus généralement, soit en négligeant le viol, soit en l'érotisant, soit en le justifiant. Donc, ma présentation, elle se demande quel discours est-ce que le mythe d'Europe véhicule et est-ce qu'on peut les prendre pour acquis d'une perspective féministe. Et donc, mon objectif, c'est un peu de mettre les discours sur l'idée de l'Europe, qui conçoivent l'idée d'Europe comme une communauté universelle, à l'épreuve d'une lecture féministe qui est contemporaine, donc qui ne s'intéresse pas aux visions du viol, par exemple, dans les représentations antiques, mais qui s'intéresse à comment est-ce qu'on utilise le mythe dans nos perspectives contemporaines. Et donc, en prenant le viol d'Europe au sérieux comme une expérience vécue, qu'est-ce que ça change en fait des discours du politique ? Et mon argument, du coup, c'est que les discours qui vont inférer du mythe d'Europe une idée de l'Europe comme un espace universel, ils doivent forcément réprimer la violence du viol. Et donc, en visibilisant cette répression de la violence qui est inhérente aux politiques et à la fois en offrant d'autres discours sur le viol d'Europe comme une expérience vécue, on parvient à d'autres visions et d'autres imaginaires de l'Europe. Et donc, la lecture féministe du mythe d'Europe, j'espère, met en difficulté des discours qui sont universels ou universalistes de l'Europe en tant que telle. Donc, je vais commencer dans un premier temps par exposer les discours philosophiques contemporains qui conçoivent l'idée d'Europe à partir de la figure d'Europe comme un espace politique universalisable, et donc qui nie le viol comme un mouvement pertinent dans le mythe et dans les intuitions philosophiques et politiques que ça a.
Dans un deuxième temps, je montre que quand le viol il est représenté dans les discours esthétiques notamment, il les représente donc comme une image de violence, il est représenté de manière à la fois patriarcale et coloniale, parce que ça participe en fait d'une érotisation, une justification de la violence, qui du coup légitime la violence inhérente aux politiques, et notamment aux politiques coloniales que le nom d'Europe a incarné. Et dans un troisième temps, j'essaie de montrer qu'en représentant le viol comme une expérience vécue, donc de manière féministe, on offre d'autres visions du politique et donc des hypothèses méthodologiques potentiellement pour une philosophie féministe de l'Europe. C'est le programme de cette présentation. Donc, si on commence, l'arrachement d'Europe donc à sa terre natale, qui est la Phénicie, vers une terre inconnue, qui est la Crète, donc le monde hellénique, ça semble être vraiment le mouvement le plus spectaculaire et le plus notoire du mythe. On a plusieurs descriptions, j'en ai mis deux, de Horace et de Ovide, qui sont assez spectaculaires. Donc, le dieu quittant par degrés le terrain sec du rivage baigne dans les premiers flots ses pieds trompeurs, puis il s'en va plus loin et il emporte sa proie en pleine mer. La jeune fille effrayée se tourne vers la plage d'où il l'a enlevée. C'est quelque chose qui est assez spectaculaire et qui en fait déclenche l'entièreté du reste du mythe, quoi. Horace, pareil, il dit « D'où viens-je, où vais-je? Une seule mort est trop légère pour la faute d'une vierge ». Donc on voit à quel point cet aspect de l'arrachement, de l'enlèvement, il est saisissant. Et c'est un moment qui se retrouve aussi au centre des interprétations philosophiques du mythe. Par exemple, Denis Guénoun et Rodolphe Gachet, qui sont deux philosophes post-phénoménologistes, déconstructionnistes, ils en fait voient dans la figure d'Europe vraiment la préfiguration des pulsions fondamentales que l'idée d'Europe est censée incarner. On a par exemple Guénoun qui dit « Europe is not the proper name of a landmass, but the name of the abduction, of being torn away from a native land and of the crossing towards an unknown country in the West. » Et Gachet va dire quelque chose de similaire. The name itself names Europe's origin in a movement of departure from everything native. It also establishes what the essence of Europe is, a relentless uprootedness. As a name, Europe then designates nothing but an originary separation from the native, a fundamental openness to the world, and an originary transcendence towards what it is not. Donc on voit que la séparation, l'arrachement d'une identité première vers une identité seconde, et donc cette espèce d'hybridation, c'est la condition pour l'Europe de ne pas avoir d'identité particulière, donc de ne pas être attachée à un territoire, et donc d'être caractérisée par la capacité à aller constamment au-delà de soi, ce qu'on appelle en philosophie la capacité de transcendance. Et donc la transcendance, c'est quelque chose d'infini, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'arrête pas à un moment donné. Et ça fait de l'Europe, en fait, une idée universelle ou universalisable, dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas attaché à un territoire donné. Et c'est précisément ça, en fait, qui permet pour Guénoun et Gachet, mais de manière générale pour les visions phénoménologiques du politique, c'est ça qui permet aux politiques d'émerger dans ces conceptualisations-là. Deux exemples, il y a par exemple Edmund Husserl, sur lequel j'ai un peu travaillé cette année, qui parle du fait que le politique et la philosophie naissent dans la critique universelle de toute tradition, c'est-à-dire la capacité à s'universaliser, à s'arracher à la particularité, à la tradition, à l'histoire, pour penser objectivement et pour penser théoriquement, c'est-à-dire philosophiquement pour Husserl. Patočka, qui est un philosophe tchèque du deuxième moitié du XXe siècle, donc quand même dans un objectif politique de résistance, il dit aussi que political life is a permanent uprootedness, a lack of foundation. Et lui aussi, il va lier cette origine du politique et du philosophique à la Grèce, c'est-à-dire à l'Europe. Only in Europe was philosophy born in this way, in the awakening of man out of tradition into the presence of the universe. Donc l'Europe, la figure d'Europe, enfin, l'idée d'Europe à partir de la figure d'Europe, c'est la communauté des personnes qui arrivent à s'arracher à leur terre, à leur tradition, à vivre dans la précarité politique du fini, quoi, dans la résistance au fini. Donc ce qui compte, c'est plutôt le mouvement que le corps d'Europe fait vers l'inconnu, plutôt que les caractéristiques particulières de ce corps-là. Donc en ce sens, on parle un peu d'un corps universel. Et ça se retrouve aussi dans les représentations esthétiques du mythe d'Europe. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est The Removal of Europa, qui a été un cadeau de la Crète au Parlement européen à Strasbourg en 2005. Et on voit qu'on ne dit pas enlèvement, on dit removal, ce qui est assez différent. Et on voit Europe qui a les mains libres, les cheveux au vent. On a la queue du taureau qui se pointe de manière un peu phallique vers
vers Europe et il n'y a absolument aucune vision. Enfin, c'est une vision du voyage, quoi, de la migration, mais sans connotation de violence, en fait. Donc, en fait, Europe, elle part à l'aventure, quoi. C'est un peu l'image qu'on retrouve de ça. Un deuxième exemple, c'est un tableau qu'on va compliquer ensuite dans l'analyse, mais c'est un tableau de Gustave Moreau qu'il a fait en 1867-1868. Et là, encore une fois, on voit une Europe qui est très sereine. Jupiter/Zeus, c'est le moyen de navigation d'Europe. Et il n'y a aucune connotation, encore une fois, de violence dans ce tableau. C'est la sérénité du voyage et de ce qui va arriver, de la destinée d'Europe. Un troisième exemple, c'est Vallotton, donc en 1908. Pareil, ça c'est un tableau sur lequel on va revenir. Mais on voit que le corps d'Europe, bon, déjà il est sexualisé, mais ça on y reviendra. Il regarde vers l'horizon. Il n'y a pas de signes de violence ou de coercition qui sont très très clairs. Et donc on a une espèce d'Europe qui regarde vers sa destinée, vers le futur, avec une mer qui est très calme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres représentations esthétiques. Mon problème avec ça, c'est que pour parvenir à cette conclusion, il faut regarder un peu plus loin. Pourquoi est-ce que Europe elle est enlevée? Elle est enlevée dans le but que Zeus la séduise, c'est-à-dire la viole. Donc, et c'est quelque chose qu'en fait les représentations philosophiques doivent aussi reconnaître. Et c'est ce que Guénoun fait, mais il le reconnaît d'une manière particulière où il dit Though it may have been forceful, the subduction did not violate her. Europe was pulled away and did not resist. To be snatched away from her native land is Europe's desire, something she longingly and passionately covets. Si on n'est pas d'accord, enfin, tout mythe est une interprétation du mythe. Donc, si on n'est pas d'accord avec Guénoun, est-ce qu'on est obligé d'être d'accord avec à la fois le fait que le viol et l'enlèvement sont liés? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on est d'accord avec le fait que l'enlèvement et donc les questions philosophiques qui viennent avec, c'est-à-dire de l'arrachement, de la transcendance, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est vierge de toute violence du viol? Et donc, est-ce que questionner la violence du viol, c'est aussi questionner l'idée d'Europe que Guénoun et Gachet proposent? Donc, c'est un peu de là que le problème va se dérouler. Le viol, il a été représenté esthétiquement, surtout depuis la modernité, donc depuis le XIVe siècle, 15e siècle en particulier. Il a été représenté comme une violence, mais quand il est toujours représenté comme une violence qui est soit désirable, donc une expérience érotique, soit une violence qui est nécessaire, c'est-à-dire une expérience qui est reproductive. Et ça donne lieu à une conceptualisation du politique qui est à la fois patriarcale, parce que ça exclut l'Europe, la princesse Europe du sujet du politique, et c'est à la fois une représentation qui est coloniale parce que ça justifie la violence du politique et on va voir que ces deux images, elles se superposent. Et donc, quand on regarde le viol et quand on le déconstruit, on voit que l'universel européen, c'est-à-dire l'expérience de transcendance, elle se transforme en universalisme européen, c'est-à-dire l'expérience de l'expansion européenne. La plupart des représentations esthétiques, elles se passent juste avant l'enlèvement et juste après juste après l'enlèvement et juste avant le viol. Donc c'est une atmosphère qui est très chargée sexuellement et c'est quelque chose que les peintres notamment ont beaucoup aimé produire, notamment parce que le contraste entre l'homme taureau et la femme passive, c'est un peu l'archétype de la différence sexuelle. Ça fait très bien dans les tableaux, mais ça coïncide aussi avec une différence sexuelle politique, c'est-à-dire qui enracine des exclusions du politique qui sont patriarcales. Déjà dans les narrations, on voit que le moment qui précède le viol, c'est quelque chose de très érotique. Ovide, par exemple, c'est l'exemple le plus clair. On a une description, la jeune fille effrayée se tourne vers la plage d'où il l'a enlevée. De sa main droite, elle tient une corne. Elle a posé son autre main sur la croupe. Ses vêtements, agités d'un frisson, ondulent au gré des vents. On a une autre narration de André Chénier, qui est un poète du XVIIIe siècle, qui dit « Le bord paré, les heures en ce lieu ont préparé son lit. Il se relève Dieu, détache la ceinture à la belle étrangère, et la Vierge en ses bras devient épouse et mère. » Donc encore une narration qui est très érotique, qui reconnaît à la fois la violence et la passivité d'Europe face à ce qui lui arrive, et en même temps le caractère très érotique, selon lui, de ce qui est en train de se passer. Et Hérodote, c'est un exemple hyper intéressant qui écrit qui rationalise les mythes au 5e siècle avant Jésus-Christ dans ses histoires. Il dit que les Perses ne devraient pas essayer de se venger des viols qui sont commis sur les femmes parce que since it is evident that they would never be abducted if they were not themselves willing to go.
Donc on se retrouve déjà dans des narrations qui représentent le viol de manière très pernicieuse, comme quelque chose en fait que les personnes violées désirent, qui sont en majorité des sujets genrés. Et donc on voit que le discours patriarcal, il vient tout de suite s'immiscer dans des représentations qui avaient l'air très innocentes d'Europe, comme simplement l'expérience du voyage et de la transcendance. Et c'est des représentations qui ricochent en fait dans les représentations esthétiques. Je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple Véronèse et Boucher, donc à un siècle et quelques de différence, qui peignent des tableaux assez similaires. Donc on voit Europe seins nus, donc à l'époque c'est quand même, c'est des représentations très érotiques. Elle est entourée de ses servantes qui sont vierges, qui ont des expressions un peu d'innocence sur leur visage, et on voit que le viol en fait ça va être un rite de passage vers son statut de femme, d'épouse et de mère. Et donc le viol c'est vu comme un honneur en fait qui est fait à Europe. Un autre exemple qui est en fait, je pense le plus important que je peux donner, c'est le tableau du Titien, le viol d'Europe. Et on voit, c'est un tableau qui a été très commenté par les historiennes de l'art féministe, parce que c'est un tableau qui représente la passivité et la différence sexuelle par excellence. Le corps d'Europe, qui est extrêmement lascif, qui est presque nu, il est au centre du tableau et il incite vraiment le spectateur en fait à détailler son regard. Et ça représente en fait la différence sexuelle par excellence. On a une historienne de l'art qui s'appelle Rowe qui dit « She's too much woman, too much sex ». Et ça contraste vraiment à la fois avec les représentations de la Renaissance, de la différence sexuelle et de la femme, et d'autres représentations des femmes que le Titien a pu faire. Donc c'est vraiment l'archétype, le climax de ce qu'il a peint en termes de sexualité esthétique. Et en fait, c'est un magnifique tableau. Et il arrive à rendre le viol esthétique, donc quelque chose qui est plaisant à regarder. Il y a une expression de terreur sur le visage d'Europe, mais c'est vraiment pas ça qui est au centre. C'est vraiment l'attente en fait du viol qui émane de ce tableau. Et c'est quelque chose en fait de très difficile à voir. Et il y a une autre historienne de l'art, Duncan, qui dit ça. The equation of female sexual experience with surrender and victimization is so familiar in what our culture designates as erotic art, and so sanctioned by both popular and high cultural traditions, that one hardly stops to think it odd. Donc c'est vraiment une représentation du viol qui est très très difficile à déceler et qui en même temps invisibilise à la fois l'expérience du viol et Europe elle-même en fait comme sujet. On y reviendra un tout petit peu plus tard. La deuxième façon dont le viol a été représenté, ça a été de le représenter comme une expérience reproductive ou productive. Et ça, c'est quelque chose qui est très traditionnel dans la mythologie grecque. Les enlèvements, ils produisent en fait des changements politiques très importants. Sauf que ça a légitimé, dans le cas du mythe d'Europe, un discours de l'Europe comme étant l'espace du politique par excellence, l'espace de la civilisation par excellence. Je vous rappelle juste ce que ça donne le mythe d'Europe. Ça donne 3 fils qui fondent chacun une civilisation très importante et des idées de la justice en fait qui sont inhérents aux mobilisations des discours sur la culture européenne. Et on a aussi Cadmos, donc le frère d'Europe, qui fonde Thèbes et qui ramène l'alphabet phénicien dans le monde hellénique, ce qui est souvent conçu, en tout cas en histoire, comme le début de la civilisation. Donc c'est vraiment un mythe qui est central dans le discours que l'Europe a sur sa propre création du politique. Et dans les narrations, c'est aussi une composante qui est très forte. Donc on a Horace qui raconte Vénus qui est en train d'écouter Europe en train de pleurer. Et elle lui dit « Plus de sanglots, apprends à mériter ta haute destinée, toute une partie du monde prendra ton nom ». On a aussi Chénier qui dit « Ta destinée te promet de grands rois, fils de notre Hyménée ». Et donc on voit à la fois une reconnaissance que c'est une expérience violente pour Europe, parce qu'elle est en train de pleurer et que Vénus s'amuse un peu de cette souffrance, et une rationalisation immédiate des conséquences productives que le viol va avoir. Et on voit qu'en fait, il y a un parallèle qui s'opère entre la territorialité du corps d'Europe et la territorialité du continent européen. Et Europe, elle agit en fait comme la fondation de ce continent, c'est-à-dire comme le vaisseau, l'enveloppe du politique. C'est son déplacement qui permet la naissance de civilisation. Elle prépare le terrain, en gros, au sujet du politique, les frères et les fils. Et ce sont eux, en fait, qui vont compter dans la création du continent européen. Donc,
Prêter attention à comment le viol il est représenté, ça permet de qualifier la transcendance du politique qui était vue comme une transcendance assez vierge de toute violence, comme une transcendance qui est violente, mais dont la violence elle est immédiatement rationalisée. Donc ça rend en fait la violence un peu inopérante comme outil politique. Et comme le corps d'Europe c'est le site de cette violence, et que la violence elle est corollaire à l'espace, corollaire ou avant l'espace du politique, Europe devient donc le corollaire ou l'instrument du politique, mais elle ne devient pas le sujet du politique. Et c'est ce que Lucie Rigaret, qui est une philosophe féministe, exprime quand elle parle de la différence sexuelle. Elle dit « La femme est un lieu, mais elle devient une chose. C'est l'enveloppe du politique, c'est un reste, et donc elle occupe une position liminaire philosophiquement parlant. Elle est la cause, et c'est encore Irigaray qui dit ça, elle est la cause de l'autocause de l'homme, c'est-à-dire qu'elle permet la fondation du politique, mais elle n'exerce pas de fonction active dans cet espace politique. Donc il y a une invisibilité double en fait de la femme, c'est-à-dire d'Europe, à la fois dans la violence qu'elle vit et dans l'oubli qui est ensuite exercé dans sa dissolution en fait dans l'enveloppe du politique. Donc, ce que j'essaie d'argumenter, c'est que le viol d'Europe, ça nous permet de voir qu'on est dans des visions du politique qui sont essentiellement patriarcales dans ses représentations esthétiques et qui, en fait, essaient de cacher ce que la violence, ce que le politique doit à la violence en tant que telle dans son propre espace. Mais je voudrais quand même aller plus loin que cette vision, en fait, du politique comme patriarcal, parce que la manière dont je conceptualise la différence sexuelle, c'est que c'est un outil féministe, mais qui permet de découvrir en fait l'oppression des termes plus généralement, donc dans une perspective structuraliste, plutôt que dans une vision essentialiste de la femme comme sujet foncièrement empirique. Et ce que je veux dire par là, c'est que le viol, c'est une image en fait qui représente plus que seulement Europe comme un sujet genré, puisqu'elle a aussi été le support. Elle a permis en fait la substitution des discours patriarcales et coloniales en Europe dans ce même mécanisme de exercice de la violence et de répression ou justification de cette violence-là. Donc la figure d'Europe, c'est, et on le voit dans les représentations esthétiques, c'est à la fois une expression de la violence sexuelle politique, donc de la différence sexuelle dans le politique, mais c'est aussi une allégorie en fait du rapport colonial par cette même invisibilisation de la violence. 3 exemples esthétiques hyper intéressants. Le Titien, en fait, ce tableau sur le viol d'Europe, ça fait partie de son cycle qui s'appelle Les Poésies. Et c'est un cycle qui a été fait pour Felipe II, qui était l'instigateur principal de la colonisation des Amériques et du génocide des Premières Nations au XVe siècle, XVIe siècle. Donc, on voit qu'en dépeignant la violence, à la fois le voyage et la violence, ça permet de rationaliser cette violence qui s'exerce en fait dans le voyage, dans l'expansion européenne, et de l'érotiser, donc d'allier violence et plaisir, alors que s'il avait dépeint comme une expérience de violence en tant que telle, on n'arrive pas aux mêmes conclusions pour le voyage que Felipe II fait. Donc il y a en fait des transferts qui sont hyper intéressants. Un deuxième exemple, je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est un tableau de Rembrandt, et qui est très inspiré du tableau du Titien. Et on voit Europe, bon, là où il est un peu caché, elle est en habit civilisé néerlandais et elle part vers la mer. Et ce tableau, il a été commandé par Jacques Spex, qui est un des marchands les plus importants de la colonisation néerlandaise dans les Indes orientales. Et donc on voit, pareil, qu'il y a cette image et donc ce transfert visuel qui se fait entre Europe comme nom et l'apport de la civilisation et du voyage, en réprimant encore une fois cette violence. 3e exemple, je vous avais dit qu'on reviendrait à Moreau. C'est un tableau qui a été fait au moment de l'exposition universelle à Paris en 1867. Et c'est une exposition qui célèbre véritablement le triomphe de l'Europe dans le monde, quoi. Et donc on voit une Europe qui est en fait très orientalisée, parce qu'elle ressemble à une princesse assyrienne. Et pareil, en fait, la sérénité et la sexualité qui se dégagent de ce tableau, avec un Jupiter qui est doux, qui est un moyen de navigation, ça donne en fait une toute autre image de ce voyage-là, d'une transcendance vers une expansion coloniale et une mission civilisatrice qui apparaît en fait en filigrane. Donc, c'est le corps d'Europe, et ça, je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. C'est un corps qui est fondamentalement ambigu, en fait, parce qu'il concentre à la fois le terme qui est oppressé, c'est-à-dire la femme, par la différence sexuelle, et qui représente le terme qui opprime, en étant le nom, en portant le nom, en étant l'allégorie
du rapport colonial que l'Europe entretient en fait au reste du monde, quoi. Et c'est une ambiguïté qu'une attention à ce que le viol fait permet de découvrir et de ne pas du coup prendre les premières conclusions de Guénoun et Gachet pour argent comptant, quoi. Et on voit qu'effectivement, quand le viol va être représenté comme une expérience vécue, comme la littérature féministe l'a montré dans le dernier siècle, on voit qu'on arrive à des visions du politique qui sont en fait fondamentalement différentes. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est Max Beckmann qui peint, donc il y a un peintre juif allemand qui peint en 1933, donc l'arrivée du nazisme en Europe, au pouvoir, pardon, et il va peindre une vision du viol d'Europe comme étant en fait un viol, c'est-à-dire une expérience fondamentalement violente. On voit que la tête d'Europe, enfin le visage d'Europe, il est très clairement elle est en train de souffrir en fait. Son corps, il est tordu. On voit que le taureau, au lieu d'être innocent et blanc, il est brun, donc c'est une couleur fasciste. Et il laisse aucun doute sur ses intentions en fait, qui sont des intentions de violence, quoi. On voit aussi que Europe, elle porte un brassard jaune, ce qui est un symbole de l'oppression juive. Et donc, on voit en fait que c'est une violence qui est dépeinte sans justification. Il n'y a pas de rationalisation de la violence après ça. Et ça montre une espèce de violence qui est inhérente à l'espace politique en tant que tel, et en l'occurrence à l'espace politique allemand au début des années 30. Un deuxième exemple qui est assez intéressant aussi, c'est un tableau, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Vallotton qui a été détourné par un artiste grec contemporain qui s'appelle Alekos Levidis. Et il dépeint en fait à la fois la crise des exilés, des réfugiés, sans doute le changement climatique. Donc c'est une époque qui est quand même fondamentalement difficile pour la Grèce contemporaine. Et donc le tableau de Vallotton, qui de base était en fait très serein, où on voyait Europe qui regarde vers l'horizon, ça devient un tableau du déni, où Europe en fait ne regarde pas ce qui se passe autour d'elle, évoque vers un horizon. On voit que la mer elle est déchaînée, donc c'est plus du tout le même ton en fait que ce qu'il y avait dans d'autres représentations qui étaient en fait hégémoniques, c'est-à-dire les plus connues et les plus représentées du mythe d'Europe. Et c'est précisément cette critique-là qui permet en fait de créer d'autres discours sur la figure d'Europe, et notamment par des artistes féministes que j'aime beaucoup. Je vous donne deux exemples encore. Il y a Carole Rama, qui est une artiste italienne qui est très peu connue, mais assez incroyable, qui du coup représente le mythe d'Europe. On voit que Europe, elle prend beaucoup plus de place, qu'elle est sur le taureau et pas dans une position passive. Elle a un corps de Vénus préhistorique, donc il y a une vraie sexualité qui se dégage, mais qui n'est pas érotisée par un espèce de male gaze. Elle a les yeux grands ouverts. Donc on voit qu'elle dépeint en fait une image d'Europe qui ne nie pas la violence nécessairement, mais qui la représente en fait dans un aspect d'agentivité qui est très intéressant. Et c'est ce que Preciado dit, Paul Preciado, qui a été commissaire de l'exposition de Carole Rama en 2014 à Barcelone. Les images de Carole Rama excèdent le cadre de l'intelligibilité sexuelle de la modernité. Et donc ça veut dire qu'elle essaie en tout cas de dépasser la différence sexuelle politique comme elle a été représentée de manière hégémonique. Un deuxième exemple que j'adore, donc dans le cadre de l'exposition Titian Women Myth and Power au Isabella Stewart Gardner Museum en 2021, il y a deux artistes en résidence, donc Mary Kelly et Paul Kelly, qui ont fait un film sur le mythe d'Europe. Et ils répondent au Titien, du coup, et ils donnent une voix à Europe, en fait, et donc elle raconte son expérience. Et ça lui donne une voix à la fois comme agente dans sa vie, donc capable d'action, mais aussi capable de responsabilité. Et on voit qu'en fait, que les artistes, ils jouent sur l'ambiguïté du nom d'Europe, qui est à la fois la figure de la différence sexuelle, c'est-à-dire comme un terme de la femme opprimée, mais aussi comme le nom, en fait, de rapports coloniaux. Et c'est ce que dit Janice Hawkins, qui est une historienne de l'art. The message is twofold. It is aimed at Europa's plight as the hapless victim of Jupiter, and also addresses her allegorical role in the entrenched colonial histories that she represents. Et du coup, Europe, elle va dire des trucs très très drôles. Enfin, je vous conseille de lire le script, mais is this some kind of inquest, said Europa testily. I'm actually a lawyer, said Europa briefly. What about me, said Europa Eurocentrically. I don't want to be a mom, Europa muttered. I am a victim, Europa butchered. Donc on voit en fait c'est des figures fondamentalement ambiguës
et qui font qu'on ne peut pas prendre, enfin, dont on voit que la violence, c'est à la fois le support de discours patriarcaux et de discours coloniaux, et qui font que le nom d'Europe, en fait, c'est une figure fondamentalement ambiguë, et qu'on ne peut pas avoir des images univoques du mythe d'Europe en tant que tel. Donc, dernière section, pour lire le mythe d'Europe de manière féministe, ça permet à la fois en fait de critiquer des discours hégémoniques sur l'Europe comme espace universel et de dégager en fait des contre-discours pour éviter les conclusions hâtives qu'on avait vues au début. Est-ce qu'on peut vraiment inférer une idée d'Europe comme transcendance juste à partir de l'enlèvement? Si on réprime le viol comme une violence inhérente aux politiques, alors oui, on peut, mais du coup, ce sera une vision partielle des choses. De la même manière, est-ce qu'on peut vraiment inférer l'idée d'Europe comme l'espace du politique par excellence juste à partir des naissances? On peut encore le faire seulement si on essaie d'exclure la violence qui est inhérente aux politiques et de pas d'essayer d'évacuer cette violence de l'espace politique. Au contraire, et c'est un peu genre ce que ma thèse va essayer de faire, je pense, une lecture en fait féministe du mythe d'Europe, mais des discours en fait de l'Europe plus généralement. Ça permet un peu de dégager des avenues pour penser une philosophie politique féministe de l'Europe. J'ai l'impression, en tout cas, que ça doit être une philosophie qui est matérialiste, c'est-à-dire qui s'occupe des corps, qui prend les corps au sérieux, parce que le politique, ça passe par le corps, ça s'exprime par eux, par leur expérience vécue, c'est les corps qui habitent les discours. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau. Enfin, je veux dire, Butler, Foucault, Merleau-Ponty, voient vraiment le corps comme lieu du politique, mais c'est quelque chose qui a été très peu appliqué en fait au discours universel / universaliste européen, et on voit que cette question de l'incarnation de l'Europe, elle est vraiment très très difficile et qu'elle arrive sur des discours sur la base de la race, du genre, de la sexualité qui sont vraiment, vraiment compliqués. La deuxième chose, c'est qu'on voit que le mythe d'Europe, il montre que les corps, ils sont très importants, mais ils ne sont pas enfermés dans des identités univoques, mais ils représentent au contraire et ils s'insèrent dans des identités, dans des imaginaires qui sont fragmentés, voire contradictoires comme on le voit là. Donc une pensée féministe de l'Europe, elle doit être capable en fait de s'ouvrir tout de suite comme outil à toutes les questions de domination plus généralement, comme le mythe d'Europe le montre, avec la différence sexuelle qui permet d'exposer aussi un discours de colonialité. Et ça, c'est quelque chose que si on s'arrête au genre, on n'arrive pas à reconnaître la complexité en fait de ce que le nom d'Europe porte. Donc, je suis vraiment très, très intéressée par l'intersectionnalité en fait des questions et les chaînes d'équivalence qui s'établissent, les transferts visuels qui s'établissent dans le mythe d'Europe. Et c'est précisément pour ça, et c'est mon troisième point, que ça demande, enfin que ce travail-là, il demande une pluralisation des images de l'Europe. Ces images, elles existent déjà, mais elles sont très peu visibles en fait dans l'espace politique européen, et elles doivent être en fait visibilisées au même niveau, dans le sens où la critique des discours, elle doit s'accompagner en fait d'une production de contre-discours, de contre-images qui répondent en fait aux différents imaginaires de l'Europe elle-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une représentation univoque de ce que le corps d'Europe ou de ce que le mythe d'Europe est. Et au contraire, on doit avoir des images en fait qui se répondent, qui se contestent. On le voit avec Vallotton et Lévidis, avec Mary Kelly, Paul Kelly et le Titien. Et ça permet en fait d'assurer l'Europe comme un espace de réponse, de discussion, de contestation. Et ça permet en fait de maintenir, j'aime bien Chantal Mouffe, donc ça permet de maintenir une espèce d'agonistique des imaginaires en fait, qui est très importante à garder le nom d'Europe ouvert sur lui-même et sur sa propre critique. Donc, visibiliser le viol d'Europe dans le discours sur le mythe d'Europe, ça permet à la fois de mettre en crise, j'espère, certains discours hégémoniques et de proposer aussi d'autres visions du politique. Et c'est quelque chose que je trouve fondamentalement intéressant parce que ça permet en fait d'explorer des questions fondamentales de la tradition théorique européenne sur entre la violence et le politique, entre l'Europe et l'universalité, entre la subjectivité et la différence sexuelle. Et ça pose en fait d'une autre manière des questions qui habitent la tradition théorique européenne et qui permettent de la critiquer ou de la mettre de poser une question d'une autre manière, quoi. Et ça permet aussi d'ouvrir le discours philosophique à ses propres incertitudes. Et c'est ça que j'aime beaucoup, au-delà de la rationalité du discours. Il y a Paul Ricoeur qui disait que le symbole nourrit la pensée. Donc, c'est vraiment notre travail, je pense, de chercheurs, chercheuses, d'artistes, de personnes qui réfléchissent à l'Europe et dans l'Europe, de proposer des nouveaux symboles, en fait, pour cette espèce de vieux continent, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'adore vos questions.